Bonjour et bienvenue sur Chancela News, Madame, Messieurs, édition spéciale avec un invité spécial. C'est la première fois qu'il passe ici sur Chancela News. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi tu ne les rencontres pas, pourquoi tu ne poses pas de questions. L'actualité est aussi brûlante que possible. Et alors, on va, avec lui aujourd'hui, aborder la question de cette diplomatie on appelle dans l'Union sacrée diplomatie agissante du chef de l'État. Vous allez vous souvenir que les accords de Washington ont été entérinés depuis le 4 décembre 2025. Plus de 2 mois plus tard, sur les terrains, les troupes rwandaises n'ont pas quitté les territoires congolais. Plus tard, au début de ces mois de mars, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre de l'armée rwandaise et des responsables de l'armée rwandaise pour leur implication directe dans les massacres des Congolais à Goma, à Bukavu et dans les autres cités. On va en parler dans cette édition d'actualité. La question de la révision ou du changement de la Constitution refait surface. Vous avez suivi vous avez suivi également les professeurs André Bata en sa qualité de haut cadre également de l'Union sacrée. On aura son point de vue par rapport à cette question et notre invité, c'est l'honorable Lambert Mende Omalanga, député national, mais également PCA de la ligne maritime congolaise. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous avoir ici. Alors, sans plus tarder, 2 mois plus tard, après l'entérinement de l'accord de Washington, des sanctions ont été prononcées au début de ces mois de mars. Mais est-ce que ces sanctions suffisent pour faire plier Paul Kagame? Je mentirais en disant que les sanctions suffisent à elles seules à faire bouger une citadelle de mauvaise foi qu'incarne le président Paul Kagame, mais je considère que c'est un premier pas dans la bonne direction qui a été posé par le gouvernement américain, et je pense qu'il y a lieu de s'en réjouir. Il n'y a qu'à voir l'énervement avec lequel le gouvernement rwandais et ces hommes forts, notamment le président Kagame lui-même, ont reçu cette volée de bois vert venue de Washington pour se rendre compte que le président Trump et son administration ont frappé là où ça fait mal, c'est-à-dire dans ce fouet que Kagame ne cessait de brandir face à ces pauvres victimes de la région des Grands Lacs, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi, que ce soit même au Rwanda, qu'il écrase de sa poigne de fer, parce qu'il a décidé de vivre sur les fruits des rapines, les fruits de la prédation. Et donc, il n'y a qu'en essayant de le priver de cette épée de Damoclès qui pèse sur tous les peuples de la région des Grands Lacs, y compris les Rwandais, que l'on peut faire rendre gorge à un malfaisant comme Paul Kagame. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis prononcent des sanctions contre de hauts cadres de l'armée rwandaise, voire même des ministres du gouvernement rwandais. On va s'en souvenir au mois de mars 2025. Même l'Union européenne avait aussi sanctionné de responsables de l'armée rwandaise, tout comme du gouvernement. Une année plus tard, honorable Lambert Mende, vous êtes quand même un politicien immense, si on doit le dire comme ça. Ça ne suffit pas à faire des éloges autour de lui, les sanctions, c'est bien, on doit saluer, mais nos frères et sœurs du Kivu attendent de voir ces Rwandais quitter les territoires congolais et revivre leur vie normale. Je constate d'abord que le président Trump a mis une couche de plus. Il y a eu des sanctions qui frappaient certaines personnalités, des entreprises rwandaises, mais que ce soit des sanctions prises aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, c'est pour la toute première fois que nous assistons à des sanctions qui frappent l'armée rwandaise comme institution. Vous savez, l'armée rwandaise, c'est le socle de la dictature qui a été construite après 1994 au Rwanda par les affidés de Paul Kagame. Et donc, en frappant l'armée rwandaise, on prive un malfaiteur de l'instrument qui lui permet de perpétrer ses forfaitures. Il peut toujours se tourner du côté de la Chine, la Russie, qui peuvent fournir de l'aide, du soutien. Je n'ai pas l'impression, sachant ce que je sais, que la Chine ou la Russie ait un style ou une stratégie qui consiste à intervenir directement dans les opérations de déstabilisation de pays par d'autres pays. Ce que je sais, c'est que la Chine et la Russie ont une
conception très, comment dire, commerciale, très marchande des relations internationales. C'est do ut des. Tu fais pour que je fasse. Donc, même si nous sommes en conflit avec le Rwanda, la Chine, qui est un partenaire majeur, peut-être le premier partenaire économique de la République démocratique du Congo, même si la Chine a l'impression que vous donnez désormais la primauté aux États-Unis. Écoutez, il ne renoncera jamais et n'a jamais renoncé à commercer avec le Rwanda. Les armes que nous achetions en Chine, la Chine les vendait aux Rwandais. Donc, on ne voit pas en quoi est-ce que cela pourrait faire la moindre différence. Donc, même si aujourd'hui c'est rapproché de la Chine ou du Rwanda, géopolitiquement, j'estime que ça n'apportera rien de plus à l'équation parce que la Chine continuera de commercer et avec le Rwanda et avec la République démocratique du Congo. Business as usual, comme ils disent. Et donc là, je ne pense pas qu'il faille accorder trop d'importance aux rodomontades qui prétendent que Kagame et sa clique vont se tourner vers la Chine et que cela menacerait durablement la sécurité de la République démocratique du Congo plus qu'aujourd'hui. Je pense que le problème que vous soulevez et qui est fondamental, c'est celui de la réorganisation des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Nous devons toujours tirer profit des moindres espaces, des moindres marges que nous offrent, par exemple, des sanctions comme celles que les États-Unis viennent de prendre. Quoi concrètement? En réorganisant nos forces, parce que nous devons arriver à la reconnaissance du fait que, au cours de ces 10 ou 20, voire même 30 dernières années, nous avons assisté à un délitement systématique de la force de défense de la République démocratique du Congo. Vous avez été membre du gouvernement de Joseph Kabila pendant plus de 10 ans. Vous avez été porte-parole du gouvernement. Vous savez quand même que votre régime ou le régime que vous avez défendu en tant que porte-parole aurait contribué à la dégradation de la situation jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez de temps en temps, des temps de faire des comparaisons? Qu'est-ce qui n'a pas été convenablement fait pendant 18 ans pour que cette armée reste dans cet état que vous décriez? C'est un des reproches qui peut être légitimement fait au régime du président Kabila, qui a duré effectivement 18 ans, auquel moi, personnellement, j'ai pris part pendant 12 ans, et que, effectivement, avec les systèmes de brassage, les systèmes de mixage au niveau de la défense nationale, peu de choses ont été faites pour mettre à la disposition du Congo un instrument de défense digne de ce nom. Et c'était quoi le fait de faire du brassage et des mix? C'était quoi l'intention? Dans les futurs, vous qui avez été aux côtés de l'ancien président, vous ne lui avez pas fait savoir que c'était un danger pour le pays? Tout dépend de la position dans laquelle on se trouvait aux côtés du président. Je ne vois pas au point de ne pas lui dire la vérité. Je ne vois pas en quoi un ministre de l'Information aurait pu se mêler des questions de la défense, de la projection des troupes, de l'intégration ou de la non-intégration des troupes dans les forces armées. Vous savez, les responsabilités sont strictement réparties au sein d'un gouvernement et je pense que c'est une question qui se pose au gouvernement en tant que tel, au président de la République qui a la haute main sur la défense, quels que soient les conseils qu'on aurait pu lui donner, la dernière décision lui appartenait. Même aujourd'hui, nous avons un président qui reçoit des conseils, mais lorsqu'il décide in fine, la décision lui appartient. C'est pourquoi nous reconnaissons la justesse des positions qu'il a eu à prendre sur base des différentes recommandations en sens divers qui lui ont été faites. Et donc la responsabilité est là. Moi, je l'assume. C'est pourquoi j'ai quitté effectivement le camp de... Vous n'avez pas quitté parce que le vent soufflait, il n'y avait peut-être pas une autre alternative? Cela n'a rien à voir. Je vous rappelle que le vent soufflait avant l'arrivée de Kabila dans le camp du maréchal Mobutu. Je l'ai quitté, j'ai fait la prison, j'ai fait l'exil pendant 10 ans dans ce pays à Bruxelles, en Belgique. Et donc, ce n'est pas ça qui m'importe. Je pense qu'effectivement, on peut avoir été dans une dispensation, qu'au niveau de la dispensation, les responsables, au premier chef, se soient trompés et qu'après coup, on se rende compte que l'ensemble du bateau allait dans le mauvais sens, même si on n'en a pas été le capitaine, et qu'on puisse se reprendre et aller décider d'aller dans la bonne direction. Il ne faut pas faire de reproches aux gens qui reconnaissent qu'ils ont été dans une situation où ils ont été conduits vers une
voie sans issue, il faut peut-être reprocher au capitaine d'avoir mené l'esquif vers cette direction-là. Devons-nous supposer qu'aujourd'hui, ce qui se passe, si demain les choses venaient à tourner en bien tout comme en mal, honorable Lambert Mende, vous tiendrez le même discours pour critiquer, ou pas critiquer vraiment, pour établir un bilan de l'actuel président? Je ne vois pas pourquoi. Ou vous tournerez directement vers ceux qui viendront? Je ne vois pas pourquoi, avec le passé qui est le mien, vous auriez un doute, même un seul instant, sur ma capacité à pouvoir reconnaître les vertus là où elles se trouvent, d'autant plus que dans les années 80, lorsque j'étais allé en exil, peut-être vous n'étiez pas encore né, et je pense que le Zaïre de l'époque était dans une situation où nul ne pouvait oser lever la tête et dire non, président Mobutu, je l'ai fait, je me suis retrouvé en prison, je l'ai fait, des membres de ma famille se sont retrouvés en prison, j'ai connu le président défunt, le président de l'UDPS, Félix Étienne Tshisekedi, parce qu'il a partagé la cellule avec mon jeune frère, qu'on avait arrêté parce que c'était mon jeune frère. C'est de là que date même nos relations. Donc, vous n'avez aucune raison de douter de ma capacité à dire non à des gens qui sont puissants par le simple fait qu'ils soient puissants. Personne n'a aussi accumulé une puissance comme celle que Mobutu avait à la fin des années 70, début des années 80. Lorsque je lui ai dit non et que j'ai décidé de m'exiler en Belgique, ça m'a permis de, évidemment, parachever mes études, mais ce n'est pas pour ça que j'étais venu. J'étais venu pour prendre du champ et adresser les critiques les plus sévères au régime qui avait le vent en poupe à cette époque-là, chez nous. Aujourd'hui, vous établissez une responsabilité d'ancien président Joseph Kabila et vous estimez que face à cette responsabilité, brassage, mixage, l'armée déchiquetée, comme vous le dites, désorganisée, il faut restructurer en saisissant l'opportunité que nous offre le partenariat, par exemple, avec les Américains. Mais ça, honorable, c'est très bien. Mais quelle est la sentence que vous jugez convenable par rapport à cette responsabilité de l'ancien président Joseph Kabila? Je ne suis pas juge, madame, je ne suis pas procureur. Vous êtes député je vous rappelle, national, oui, vous êtes la porte d'entrée, tout comme le porte-parole des milliers de Congolais qui ont voté pour vous. Oui, mais nous n'avons pas la vocation à distribuer des peines ou à poursuivre les infractions. Je vous rappelle tout de même que les collègues sénateurs ont déjà fait leur travail à cet égard. La justice a souhaité poursuivre, juger et condamner le président Joseph Kabila. Il était, de par la Constitution, sénateur à vie, donc membre de l'institution Sénat. Les sénateurs ont été interrogés, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont mis fin aux immunités qui couvraient le président honoraire Joseph Kabila, qui a perdu ses immunités, qui a été déféré devant la justice, malheureusement sans comparaître, mais la justice a fait son travail. Une condamnation est advenue. Nous en sommes déjà au niveau de l'exécution de la condamnation. Donc je pense que c'est un débat qui, à mon avis, est clos. On va revenir dans un instant sur les accords de Washington, mais laissez-moi vous poser une question simple. Si aujourd'hui on vous demandait de comparer du point de vue du fonctionnement de l'armée, de l'efficacité de l'armée et ce qu'on peut tirer de l'armée aujourd'hui comme ressource avec ce qu'a été à l'époque de Kabila, l'armée congolaise, quelle comparaison faites-vous? Quel jugement vous apportez? Il est évident que pour tout observateur objectif, il n'y avait finalement plus d'armée en République démocratique du Congo lorsque le président Joseph Kabila quitte son deuxième mandat. L'armée était totalement moilletée. Nous en avons vu les conséquences ou les preuves avec la 5e attaque de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, qui a commencé en 2021. Il n'y a pas... L'armée rwandaise est entrée sur notre territoire comme un couteau entré dans le beurre. Aucune résistance. L'armée congolaise était dirigée par des officiers félons qui ne faisaient que reculer, qui ne faisaient que nous amener de repli stratégique en retraite non ordonnée, avec tous ces procès que le président Félix Tshisekedi, comme commandant suprême de l'armée, a eu à initier, les arrestations d'officiers auxquelles nous avons assisté. C'est pour moi quelque chose à laquelle on ne peut pas se dérober. Il faut considérer que l'armée avait été détruite et qu'il faut la reconstruire.
Et j'engage le président Félix Tshisekedi, j'engage le haut commandement militaire à donner priorité à ce travail de reconstitution d'une force de défense et de sécurité qui vaille la peine. On n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Mais est-ce que c'est possible, honorable? Parce que déjà, on ne sait pas savoir qui est traître, qui ne l'est pas, en dehors de ceux qui sont bien évidemment arrêtés. Mais ceux qui sont arrêtés, par exemple, il peut être un général, exemple, mais il a également ses subalternes qui exécutent ses ordres à lui. Est-ce que arrêter les généraux seuls suffira pour que ceux qui restent puissent se canaliser de manière à obtenir ce que vous expliquez? Vous savez, j'ai étudié un peu le droit et je sais que les principes généraux du droit nous apprennent que la responsabilité pénale est individuelle, même morale. Un général a trahi. Cela ne veut pas dire que toutes les troupes qui étaient sous lui, sous son commandement, ont trahi. Comment a-t-on su d'ailleurs que le général a trahi s'il n'y avait personne qui était sous son commandement, qui s'est posé la question et qui a posé la question quelque part sur la légitimité des opérations ou des non-opérations auxquelles il voulait appeler ses troupes. Donc il y a toujours quelque chose de bien, même dans une institution pourrie. Comment les savoir? À observer les gens dans leur comportement quotidien et à décréter la tolérance zéro envers les déviations. C'est-à-dire lorsque l'individu, quel qu'il soit, sait qu'un acte qu'il va poser va entraîner, si l'acte est positif, une sanction positive, et que si l'acte est négatif, il va entraîner une sanction négative, je suis sûr, et je parierai, je mettrai ma main au feu, pour dire qu'il va adopter des comportements vertueux. Parce que c'est le principe de l'hédonisme. Tout individu n'agit que pour rechercher le bien-être. Lorsqu'il sait que son action peut lui faire anticiper une réaction de la société, une réaction institutionnelle qui va à l'encontre de son bien-être, il aura tendance à réfréner les mauvaises ardeurs et à choisir un comportement plus vertueux. Donc la solution, c'est l'intolérance envers l'incompétence, c'est l'intolérance envers la corruption, c'est l'intolérance envers le clientélisme et l'intolérance envers toutes les antivaleurs qui détruisent aujourd'hui notre force armée. Revenons sur les accords de Washington. Il y a également ce qu'on appelle accords stratégiques qui concernent les minéraux stratégiques. On a vu que quand c'est au début du mois de février, Marco Rubio a reçu plusieurs pays, y compris notre ministre des Mines qui a représenté le pays. On n'a pas vu le Rwanda, même si le Rwanda entretient à peu près le même partenariat avec l'Union européenne. Vous allez vous souvenir, et on ne sait même pas pourquoi l'Union européenne ne résigne pas. C'est là. Honorable Lambert Médé, les minéraux sont en quelque sorte la raison pour laquelle nous sommes où nous sommes aujourd'hui avec des milliers de morts. Exact. Est-ce que ça suffit de signer un partenariat avec les Américains pour que la donne change sur le terrain, que le minerai devienne une source de paix, une source de développement? D'abord, je vous dirais que l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minéraux stratégiques, c'est un non-sens. Je ne peux pas comprendre que des pays européens qui sont parmi les mieux informés sur la répartition des ressources naturelles dans des pays qu'ils ont colonisés, et le Rwanda, comme le Burundi et le Congo ont été sous colonisation belge. Donc on ne peut pas dire que l'Union européenne ignore comment se répartissent les ressources minières entre ces trois pays. On ne peut pas dire qu'ils ignorent qu'il n'y a pas de ces ressources minières au Rwanda, que le Rwanda, en fait, a construit toute son économie au cours des 30 dernières années sur le pillage systématique des minerais congolais. Et signer un accord avec le Rwanda, c'est se rendre complice de la prédation qui est devenue le pivot de la politique régionale du Rwanda aujourd'hui. Et donc, nous condamnons avec fermeté cet engagement que l'Union européenne a pris avec le Rwanda, et je salue ceux de nos collègues parlementaires européens ou belges. J'ai entendu dernièrement notre compatriote, mais c'est un Belge, Monsieur Pierre Compagnie, un ami, condamné au sein du Parlement belge cet accord de l'Union européenne avec le Rwanda. Je pense que rapidement l'Union européenne doit préserver sa crédibilité et sortir de cet accord
qui ne l'honore pas. Et si l'Union européenne gagne plus en étant avec le Rwanda qu'espérer un partenariat avec la RDC, comment le gouvernement congolais compte faire pour pousser justement l'Union européenne de manière concrète à mettre un terme à cela? Nous revenons toujours au fait que nous devons disposer d'un bras séculier fort pour empêcher le Rwanda de continuer à voler les ressources minières congolaises. Dès lors que le Rwanda ne pourra plus faire main basse sur nos ressources minières, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que le Rwanda pourra vendre à l'Union européenne. De lui-même, cet accord va tomber caduc. Donc il faut une armée forte, il faut que nous préservions mettions fin à cette porosité de la frontière entre le Rwanda et la RDC. C'est combien de kilomètres? 100 kilomètres. Mais nous avons des pays avec lesquels nous partageons 1600 kilomètres. Par exemple, le Centrafrique, 1300 kilomètres. La Zambie, 700 kilomètres. L'Ouganda. Mais nous n'avons pas ce genre de problème. Qu'est-ce qu'il nous en coûte de pouvoir rendre hermétique la frontière avec le Rwanda qui n'est longue que de 100 kilomètres? C'est l'absence d'une armée opérationnelle, professionnelle, qui peut nous permettre de chaque fois empêcher ces incursions que constituent pour le Rwanda une sorte de seconde nature pour sa survie économique. Je voudrais bien comment qu'on revienne un peu sur comment on va passer de minerai problème, minerai solution, mais parce que vous avez abordé la question d'une armée efficace. La même armée aurait, selon vous-même et votre gouvernement à l'époque de Joseph Kabila, vaincu en 2013 ces mêmes M23 et ses alliés du Rwanda. Il s'agissait de quelle armée à l'époque? Tous ceux qui ont combattu sont morts. Aujourd'hui, on revient à la case de départ. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Vous avez été là. Il y a eu une conjonction de situations qui ont permis un alignement de planètes qui a permis à ce que le M23 soit vaincu. J'étais moi-même à Kanyabayonga, envoyé par le gouvernement, pour donner de la visibilité aux efforts de désarmement, rapatriement, des FDLR, ces fameux Hutus rwandais. On va d'ailleurs en parler dans un... On parlait de génocidaires qui devaient rentrer chez eux. Je les ai même rencontrés. Nous avions une délégation de la MONUSCO qui m'accompagnait. Nous avons parlé avec eux. J'ai même pris l'avion avec eux, un avion avec des FDLR de Goma jusqu'à Kisangani où ils étaient mis ensemble avant que les Nations Unies et le CICR me les transportent vers Kigali. Là, c'est 2013. Oui. Curieusement, quelques mois après, on nous a présenté un de ces commandants des FDLR avec lequel j'avais parlé, qui a été de nouveau attrapé au Kivu, à la tête d'un groupe de FDLR. Lorsqu'on l'interroge, il dit non, c'est le commandement de l'armée rwandaise qu'il avait recyclé avec d'autres combattants FDLR et qui les a renvoyés au Congo pour continuer à essaimer le désordre et justifier justement les prétextes que Kagame se donne pour régulièrement faire des incursions en République démocratique du Congo. Ça, c'est une chose. Pendant cette période-là, nous avons eu à obtenir des Nations Unies la constitution d'une force internationale neutre, composée des troupes, des contingents africains, essentiellement de la SADC, Afrique du Sud, Malawi et Tanzanie, qui ont constitué cette force neutre au sein de la MONUSCO. Ce sont ces forces-là qui ont combattu militairement avec des unités de FARDC, mais ce sont ces forces-là qui ont même perdu le plus, parce qu'il y a eu au moins 10 soldats sud-africains qui sont tombés, et c'est à la suite de ces pressions que Kagame s'est senti obligé d'ordonner à ces jeunes gens de quitter Goma, quitter le territoire congolais pour aller dans des camps de réfugiés au Rwanda. Donc dire que c'était une victoire essentiellement due au FARDC, sans l'appui de la force internationale neutre de la MONUSCO, et peut-être que on peut saluer le gouvernement de l'époque, on peut dire que Kabila avait obtenu cet appui, mais c'est grâce à cet appui-là que le M23 a été défait effectivement. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas eu de combat direct comme ça. On ne peut pas dire que non, c'était une conjonction de combat et de pression régionale, et la force qui a été déterminante
dans ce résultat, c'est l'implication de la SADC. Et en échange, Kagame a obtenu quoi? Parce qu'on sait tous que son pouvoir dépend essentiellement de ces pillages-là. Quand il retire ses troupes, il va quand même continuer à survivre. Il y a eu des accords dans ces cas. Je ne sais pas s'il y a eu des accords. Ce que j'ai constaté, c'est que Kagame a initié une législation qui ramenait à la portion congrue le taux des taxes que devaient payer les personnes qui voulaient faire transiter leurs produits miniers par le Rwanda, alors qu'au Congo, nous faisions payer, je pense, 10% ces taxes. Le Rwanda le faisait payer 0,2%. Alors, mettez-vous à la place. Tout ça, c'est parce que votre gouvernement, à l'époque, n'a pas réussi à relier le pays à travers des routes pour faciliter certainement le trafic. Ça, c'est un problème qui date depuis l'indépendance, mais je vous parle de taxes minières. Nous appliquions 10%, les autres appliquaient 0,2%. On aurait pu, si on avait eu suffisamment de sagesse, ramener aussi notre taux à un niveau suffisamment attractif pour ceux qui veulent. Donc, c'est simplement ça qui a... C'est aussi ça, pas simplement ça. Okay. C'est aussi ça. Et c'est beaucoup plus ça qui a laissé encourager, donner l'impression à des opérateurs congolais qu'ils avaient plus intérêt pour payer moins de taxes à passer par le Rwanda qu'à se conformer à la législation congolaise. C'est des choses sur lesquelles même notre gouvernement à l'heure actuelle devrait beaucoup réfléchir. Pourquoi aujourd'hui le membre de M23, pas ceux qui viennent de se joindre à eux, les anciens, là, ils disent qu'ils revendiquent les accords de 2009, de 2013 également. En 2013, par contre, je m'en souviens, parce qu'il y a eu Obasanjo qui est un peu dans les couloirs actuellement, qui était à Entebbe, il y a eu des choses, il y a eu votre collègue à l'époque, Raymond Chibanda, qui a représenté le gouvernement congolais. Qu'est-ce qui s'est-il passé ensuite? 2013, il se retire, et pourquoi pour réapparaître en 2021? Nous apprenons beaucoup de choses au sujet de ces accords-là. Je ne les ai jamais lus. Moi, je n'ai jamais vu un accord qui donnerait au Rwanda je ne sais quel droit sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Si ces accords-là étaient tels, pour quelle raison leur supplétif du M23 se serait-il retiré de Goma pour aller au Rwanda? Pour espérer que la partie congolaise fasse... Non, mais il serait allé dans cette partie du territoire supposément avoir été cédé au Rwanda. Mais cette partie du territoire n'existait pas. Quand ils ont quitté Goma, certains sont allés au Rwanda, d'autres sont allés à Gisoro du côté de l'Ouganda, mais on n'en a pas vu. On a caserné dans une partie du territoire congolais qu'on aurait cédé au Rwanda. Je ne connais pas cette partie du territoire, je n'ai pas lu un accord faisant état d'une cession d'une partie du territoire congolais au Rwanda. Peut-être le mot cession est beaucoup plus grand pour Kagame à le dire peut-être publiquement, oui. Mais avec ce que votre président à l'époque faisait, brassage et mixage, peut-être qu'une partie du cuivre était indirectement contrôlée par ces gens-là. Ça a été une politique désastreuse, je l'ai dit, et je ne cesse de le dire. Et nous l'avons dit depuis l'époque que c'était une politique désastreuse, que le brassage, c'était une façon de tuer notre armée. Parce que quand vous confiez le commandement d'une armée à une force capable de devenir hostile par la suite à votre pays, c'est du suicide, tout simplement. C'est du suicide. Peut-être parce qu'il savait qu'un jour, il va se joindre à eux. Aujourd'hui, il est avec eux, il était à Goma, il prend position. Son partenaire Kika Yabin Karoubi a dit clairement que les revendications de M. Joseph Kabila sont les mêmes avec ceux qui tuent à Goma. Et à Goma, vous regrettez finalement, vous, Lambert Médé, d'avoir officié sous les auspices de Joseph Kabila? Regretter d'avoir officié, non. Mais me trouver dans une situation de totale incompréhension d'abord de cette évolution, ça n'a rien à voir avec ce que nous avions entendu de la bouche du même président Kabila dans des réunions stratégiques qui se tenaient au niveau du gouvernement. L'ennemi, c'était l'agresseur rwandais. Apprendre aujourd'hui de la bouche de Kabila que les revendications du Rwanda étaient légitimes, ça me fait tomber du ciel. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu à entendre tel discours pendant les années au cours desquelles j'ai eu à collaborer avec lui. Je l'ai dit au cours de plusieurs émissions à Kinshasa, je l'ai écrit dans une lettre ouverte que je lui ai adressée et qui n'a jamais reçu de réponse. Jusqu'à présent, je l'ai dit très poliment, je n'ai pas compris et j'ai eu l'impression d'avoir été floué, d'avoir été manipulé pendant toutes ces années.
C'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que je maintiens jusqu'à ce jour. Alors, on va revenir encore sur la question des FDLR dans un instant, mais Joseph Kabila figure parmi ceux qui demandent des dialogues. On voit de temps en temps, ils communiquent avec la nouvelle plateforme qu'ils ont sortie. Et êtes-vous d'accord pour qu'il y ait un dialogue qui mettra autour de la table ceux qui ont été condamnés pour avoir tué les Congolais? Le dialogue n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut qu'on se le dise. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une méthode de gestion des affaires publiques qui est recommandée par notre Constitution. Et le dialogue est permanent dans les institutions. Pourquoi existe-t-il un Parlement? Quel est le travail que moi je fais au Parlement? C'est un travail de dialogue. Tous les 3 mois, je vais dans ma circonscription électorale, je recueille les points de vue des uns et des autres, des femmes, des hommes, des enfants, des moins âgés, des plus âgés, et 3 mois après, je reviens au Parlement et nous mettons sur la table des revendications, des solutions, nous les discutons, nous convoquons les membres du gouvernement, nous essayons de trouver comment aller au-devant des préoccupations de nos électeurs. C'est ça le dialogue. Donc, solliciter le dialogue, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quel dialogue? Et pour moi, le dialogue ne peut se faire que dans le cadre institutionnel. C'est-à-dire? Notre peuple s'est donné des institutions. C'est pour ça que les élections existent. Tous les 5 ans, nous organisons des élections pour nous donner des institutions. Le président de la République, première institution du pays. Le Parlement avec ses 2 chambres, deuxième institution du pays. Le gouvernement, troisième institution du pays. Et les cours et tribunaux, quatrième institution du pays. C'est à travers ces institutions politiques, enlevant les cours et tribunaux, c'est-à-dire le président, le Parlement et le gouvernement, que les choses se passent. C'est à ce niveau-là que l'initiative doit être prise. Si on a besoin d'une forme de dialogue beaucoup plus large que celle qui se déroule dans le Parlement, mais il appartient à la première institution du pays, le président de la République, de la penser, de la convoquer, de l'organiser et de mettre en exécution les résolutions. Nous ne reconnaissons à aucune autre instance, privée ou publique, ou semi-privée, semi-publique, à une rébellion, encore moins, le pouvoir de prendre cette initiative. La Constitution donne, en ce qui concerne le problème qui est souvent jeté en pâture à l'opinion maintenant, la révision constitutionnelle, l'écriture d'une nouvelle Constitution. La Constitution a elle-même prévu des dispositions qui donnent à 4 instances le pouvoir d'initier soit une révision, soit une réécriture de la Constitution. Le président de la République, le Parlement, avec une majorité qualifiée. Il faut au moins 1/10 des sénateurs. Il faut au moins 1/10 des députés nationaux pour initier, pas pour discuter, mais initier une discussion. Le gouvernement, au cours d'une délibération en Conseil des ministres, pas un ministre parmi les membres du gouvernement, mais le gouvernement en Conseil des ministres, ou bien 100 000 citoyens congolais qui rédigent ce qu'on appelle une pétition qu'ils soumettent au Parlement, et à ce moment-là, la discussion commence. Mais en dehors de ces 4 instances-là, je n'en connais pas qui ait reçu mandat de pouvoir initier ce que nous entendons dans la bouche des porte-voix de ces renégats qui constituent aujourd'hui les supplétifs de l'AFC M23 ou chez certains princes de l'Église catholique. Je ne les vois pas parmi les 4. Donc, ce qu'il leur revient de faire, c'est de prendre contact avec le président. J'ai vu que les évêques étaient allés voir le président. C'est une bonne chose, mais qu'il laisse le président prendre sa décision. Ils peuvent prendre contact avec le Parlement. Nous n'avons jamais refusé de parler avec le clergé catholique, protestant, ou quiconque souhaiterait initier une réforme constitutionnelle. Est-ce que discuter pour avoir 50 députés qui signent une demande de débat autour d'une révision ou d'une réécriture de la Constitution est quelque chose de vraiment compliqué? Ils peuvent même initier dans la population congolaise
la signature d'une pétition à amener devant le Parlement pour qu'on puisse entreprendre cette réécriture, cette révision. Mais en fait, honorable Lambert Mende, il y a une question qui préoccupe assez de Congolais. Il y a eu des séries de dialogues. Vous êtes ce qu'on appelle en lingala Mbiaka. Vous avez traversé plusieurs périodes de crise sécuritaire, politique et tout ce que vous voulez. Tous ces dialogues n'ont servi à rien, disons comme ça. Brassage, mixage, fragilisation de l'appareil de l'État. Aujourd'hui, un dialogue avec ceux qui ont déjà clarifié leur position. Ils sont supplétifs à celui qui nous agresse. Ça, de un. Des deux, il y a une autre partie qui soutient ceux-là qui ont pris des armes. Cette partie est incapable de dire qui agresse la RDC malgré les nombres de morts, malgré le nombre de victimes. Aujourd'hui, quelle est l'utilité d'un tel dialogue face à l'agresseur qui est connu et qui est même désormais sanctionné par les États-Unis? Je ne peux pas dire que le dialogue, les dialogues, vous avez lu au pluriel avec raison, n'ont rien apporté au Congo. Vous dites qu'il y a une cinquantaine, non, je pense que j'ai lu Feu Mabika Karanda, il parlait déjà de 55 dialogues avant qu'ils ne disparaissent. Après lui, il y en a eu d'autres. Donc nous sommes au-delà de la soixantaine. Quand vous parlez de l'Ovanium, après l'arrestation de Lumumba et son assassinat, jusqu'à maintenant, c'est au-delà de la soixantaine, le dialogue qu'on a eu. Il y a eu parfois des avancées. On ne peut pas dire que mettre fin à la sécession katangaise, que c'était vraiment quelque chose de banal. Non, le pays allait cesser d'exister suite à la sécession du Katanga avec M. Tchombe. C'est le dialogue de l'Orient qui a mis fin à la sécession. Bien sûr, les Nations Unies ont apporté un coup de pouce, mais grâce aux résolutions qui sont sorties de ce dialogue de l'Orient. Mais est-ce que ça n'éradique rien en termes des mentalités de nos pères, de ces points? C'est pas un problème. Le pays existe dans son intégrité. Ça veut dire quelque chose. Il faut qu'on existe comme pays. On ne peut pas dire que le pays, lorsqu'il arrivera un moment où il n'y aura plus aucun problème. Les problèmes seront toujours là. Mais on a sauvé l'essentiel. L'intégrité du territoire national. L'unité du Congo. C'est un dialogue qui a pu sauver cela. Ce n'est pas une manière de recycler parce que il y a eu, si on cite par exemple les noms, concrètement AFDEL, il y a eu dialogue aussi, vous êtes témoin de tout ça. Après, il y a eu la création de RCD. Après RCD, il y a eu dialogue encore, intégration d'une partie politique RCD alliée à votre ancien chef. Après, c'est là, il y a eu CNDP. CNDP, on arrête Taganda, on le place là-bas, et puis après ça, M23 ressort. Et aujourd'hui, si on mélange les langues, les Kabila autour d'un dialogue, demain, il n'y aura pas des sauvons le Rwanda pendant le Congo? Je n'en suis pas là, mais il ne faut pas confondre les dialogues, au sens où moi je l'entends, avec les péripéties de la lutte pour le pouvoir politique. Lorsque vous parlez de l'AFDEL, l'AFDEL n'est pas le produit du dialogue. Je suis en train d'écrire un livre sur un des seigneurs de guerre de l'AFDEL, André Kissassé, qui est quelqu'un de chez moi, que j'ai un peu connu, et qui a été tué par le Rwandais peu après la fracture de Goma, parce qu'il menaçait leur prépondérance. Et là, je démontre, avec preuve à l'appui, que l'AFDEL, en fait, est le produit d'une stratégie de Paul Kagame, à laquelle s'était associé le président Yoweri Museveni, et qu'ils avaient besoin de faire couleur locale. Et ils ont fait appel à des gens comme Kissassé, comme Laurent Kabila, comme Massassou, comme Boukera. Création de l'AFDEL, en réalité, portée sur les fonds baptismaux à l'EMERA par des stratèges essentiellement rwandais, et peut-être accessoirement ougandais. Et il y avait à l'époque le Burundi qui travaillait avec eux, avec Pierre Bouyoya qui était encore au pouvoir à ce moment-là. Donc ce n'est pas le produit d'un dialogue, une initiative congolaise. C'est une stratégie prédatrice de Paul Kagame, homme fort. Il n'était pas encore président du Rwanda. Il est devenu président en 2000. Il était ministre de la Défense, vice-président de la République. Mais c'est le produit d'une stratégie de Paul Kagame. Stratégie d'hégémonie, stratégie de prédation. Donc ça, ce n'est pas à confondre avec les dialogues auxquels je fais allusion, qui sont les produits d'une pensée de Congolais, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon. Un Congolais, c'est un Congolais. Il peut apporter quelque chose à l'évolution du Congo vers son mieux-être. Donc le CNDP, le RCD,
l'AFDL, ce ne sont pas des produits de dialogue. Donc ça n'a rien à voir. Et le dialogue dont je parle, ce n'est pas un dialogue dans lequel on trouverait la chèvre et le chou, c'est-à-dire et les assassins et les victimes. Mais c'est que demande la Senko. Non, ce n'est pas de ça que je parle, non. Je sais que le président lui-même aussi a parlé du dialogue. Le président dit oui au dialogue, mais dans le cadre institutionnel. Moi, c'est de ce dialogue-là que je parle. Donc, vous déclassez automatiquement les revendications des Senko et les autres. Naturellement. C'est clair. Le dialogue, mais dans le cadre des institutions. C'est le président de la République qui écoute. Il a reçu les évêques. Il a reçu même des opposants non armés, et les autres. Et même M. Mouzito est entré au gouvernement. C'est dans le cadre de ces consultations que le président a entreprises. Rien ne l'empêche de convoquer ce dialogue. Ce n'est pas parce que les renégats de l'AFC M23 ne seront pas là, que ce ne sera pas un dialogue. Non, ce sera un dialogue. Senko ne sortira pas un autre sujet prochainement parce que Senko défend avec ferveur la présence des Nanga et des autres troupes d'attaque. Si le pays appartenait à la Senko, votre objection aurait du sens. Mais ce pays n'est pas un démembrement de la Senko, je suis désolé. La Senko, c'est une structure privée. C'est comme mon parti politique. C'est comme une association de citoyens congolais qui se mettent ensemble pour un objectif déterminé. C'est une confession religieuse. Nous en avons, oui. Oui, grande confession religieuse. Pourquoi le pays deviendrait la propriété de l'une quelconque d'entre elles et pas celle des autres composantes de la société civile congolaise? Ça n'a aucun sens. Donc, nous ne sommes pas là pour évoquer les propositions de la Senko. Nous ne sommes pas là pour nous faire les avocats de la participation de personnes qui ont plus à faire devant un juge et devant un procureur que devant la nation congolaise qui réfléchit à son avenir. Ils doivent régler d'abord leurs problèmes avec la justice congolaise, qui soit poursuit, soit a déjà condamné la plupart d'entre eux. Nous ne pouvons pas être un État, en même temps, notre justice a déjà condamné des gens, et nous banalisons ce que ces gens ont fait en les associant à la gestion publique de l'État. Non. Il faut que la redevabilité puisse avoir un sens. Tout acte, vous savez, je parle encore des principes généraux du droit, on m'a appris que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est advenu à réparer. Vous avez posé des actes qui ont causé autant de morts, autant de destruction, de dévastation. Et vous croyez que du jour au lendemain, vous devez obtenir que tout cela soit effacé d'un coup de baguette magique et vous vous retrouvez à la tête des institutions de l'État comme si rien ne s'était passé. Cela n'aurait aucun sens. Nous ne pouvons pas construire l'État sur une telle monstruosité, ça n'aurait aucun sens. Même si ça a déjà eu lieu en 1981. C'était une erreur que nous payons aujourd'hui. C'était une erreur que nous payons aujourd'hui encore. Voilà. À Washington, le gouvernement congolais n'a pas que signé un accord stratégique. Le gouvernement congolais a consenti de démanteler ce que le Rwanda appelle FDLR. Vous en parlez tout à l'heure là, vous avez retrouvé des gens que vous avez déjà arrêtés précédemment, qui ont été recyclés. Pourquoi le gouvernement accepte une telle responsabilité, sachant que sur le terrain, ce n'est pas le gouvernement qui contrôle les zones où se situeraient les FDLR, sachant qu'en 2021, l'ancien ambassadeur du Rwanda au Congo a dit que le FDLR n'existait pratiquement plus. Vous, là, vous témoignez que c'est un système de recyclage du gouvernement rwandais. Pourquoi alors avoir accepté de signer? Parce que c'est quand même un pardon. Le Rwanda en tient absolument. Il y a deux choses qu'on doit dire à cet égard. La première des choses, c'est que ces réfugiés Hutus qu'on appelle, qui se sont appelés FDLR par la suite, sont au Congo. Ils sont dans le territoire congolais. Donc il y a une responsabilité de l'État congolais pourvu qu'il contrôle l'ensemble de son territoire. Donc il y a quand même une conditionnalité. Pour que nous soyons à même d'appliquer cet engagement que nous avons pris, il y a des conditions. Il faut bien lire l'accord. C'est à la condition que le Rwanda se retire de ces territoires. Nous ne pouvons pas aller arrêter des FDLR
là où nos militaires qui vont aller les arrêter vont se faire tirer comme des lapins par l'armée rwandaise. Cela n'aurait aucun sens. Donc, la condition pour que cette demande du Rwanda puisse être satisfaite, c'est que le Rwanda se retire de l'ensemble du territoire congolais. À ce moment-là, la République démocratique du Congo, devenue responsable et maître sur son propre sol, pourra mettre en exécution cet engagement de désarmer les forces résiduelles. Elles ne sont même pas nombreuses. On parle de moins de 1500 personnes. Mais qu'est-ce qui prouve qu'après c'est là, honorable Lambert Mende? Je n'ai pas encore fini. Ok. D'autre part, si vous lisez très bien les dernières positions du gouvernement américain en rapport avec cet accord de Washington, j'ai lu un communiqué du département d'État dans lequel il est clairement dit que même s'il quittait le territoire congolais comme il en a l'obligation de par cet accord de Washington, l'armée rwandaise et le gouvernement rwandais doivent apporter la preuve que pendant le temps qu'ils ont occupé l'espace dans lequel se trouvent des FDLR, quels sont les efforts qu'ils ont entrepris pour désarmer ces FDLR-là et les rendre moins dangereux. Donc il y a un devoir maintenant qui incombe au Rwanda, selon le gouvernement américain, dans le cadre de cet accord, de prouver qu'est-ce qu'il a fait lui, parce que les espaces occupés par ces FDLR, qui ne font pas que du mal au Rwanda, ils font aussi du mal aux Congolais. Ces espaces occupés par les FDLR sont passés sous le contrôle de l'armée rwandaise et de ses supplétifs. Depuis 2021, on est autour d'une localité comme Boulagan. Depuis 2021, ça fait 5 ans. Quelles mesures avez-vous prises? C'est les Américains leur demandent. Quelles mesures avez-vous prises pour désarmer et rendre moins dangereux, arrêter, rapatrier ces FDLR-là qui semblent vous poser problème? Je ne suis pas sûr que le Rwanda aura une réponse. Le Rwanda joue peut-être sur les temps. La réalité, nous savons, ils recyclent ces gens-là pour entretenir indéfiniment le désordre dans cette partie de la République démocratique. Et qui doit faire mais cette position américaine, le recyclage. Cette position américaine est quelque chose de très positif parce que jamais nous n'avons enregistré de telles positions de la part de nos partenaires occidentaux qui encourageaient plutôt le Rwanda à prendre des mesures soi-disant défensives. Maintenant, on leur met leur propre turpitude sous le nez et on leur demande des explications. Ça, c'est extrêmement important. Alors, rapidement, on va passer à la question de la révision, du changement de la Constitution dans un instant. Honorable, on vous donne aujourd'hui, si on vous donnait aujourd'hui l'occasion de proposer, choisirez-vous plutôt une solution militaire radicale ou politique avec le Rwanda, mais ensuite avec les supplétifs, parce qu'il ne faudrait pas que ça continue en termes des cycles, on ne fait que comptabiliser des morts. Rien n'est simple dans une guerre. Une guerre est toujours multidimensionnelle. Il y a une partie qui se mène sur les tranchées et nous devons monter de chaque jour de plus en plus en puissance. Je salue déjà l'évolution actuelle. Il y a des avancées sur le terrain. Nous sentons que nos garçons sont en phase vraiment de réorganisation et qui sont en train de arracher quelques localités à l'ennemi. Il faut que l'on continue sur cette lancée. Mais dire qu'une guerre peut se gagner militairement à 100%, c'est se fourvoyer quelque part. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Nous avons là la première puissance mondiale, avec la plus grande armée du Moyen-Orient, qui est l'armée israélienne, et qui ne parviennent pas à faire mort de la poussière depuis plus d'une semaine, au moment où nous parlons maintenant, à l'Iran. Donc, ce n'est pas des choses qui sont aussi faciles, ce n'est pas 1 + 1 = 2. Même au Venezuela, où ils ont enlevé un président en une nuit, ils ont été obligés de tenir compte du contexte local et d'accepter que sa vice-présidente garde le pouvoir et de congédier les préoccupations ou les ambitions
de la dame qui est prix Nobel de la paix, qui croyait qu'on avait nettoyé le terrain pour elle. Trump a dit non, vous n'êtes pas suffisamment organisé, vous ne pouvez pas. Donc, notre propre capacité à nous organiser, c'est ça qui va nous faire gagner la guerre. Ce n'est pas autre chose. Mais cette capacité à s'organiser va non simplement accroître la puissance de notre action militaire, mais également redorer notre crédibilité auprès de tous les partenaires, y compris ceux qui appuyaient le Rwanda et qui commencent petit à petit à se désengager. Nous devons les encourager sur cette voie-là en devenant de plus en plus sérieux nous-mêmes dans notre organisation et dans notre gouvernance. Voilà ce que je peux dire. La RDC est-elle suffisamment outillée pour faire passer la candidature de Juliana Mulumba à la tête du secrétariat de l'OIF? J'ai salué avec beaucoup de satisfaction cette initiative du président Tshisekedi. Je lui ai même fait un message particulier pour le remercier d'avoir rendu honneur à la République démocratique du Congo dans cette, on va dire, guerre d'influence que nous fait le Rwanda depuis des années. Le Rwanda qui est un pays anglophone, qui a pu, grâce à sa diplomatie, faire pression sur la France jusqu'à faire en sorte que la France puisse soutenir son candidat à la tête de la première institution francophone du monde, alors que la République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde, quand même la France, a tous les droits de pouvoir revendiquer le secrétariat général de l'OIF avec un Égyptien, un Sénégalais, puis une Rwandaise, aient eu la chance de pouvoir trôner à la tête de cette institution des locuteurs du français. J'ai salué également dans mon message au président l'honneur fait à la famille de notre icône, de mon maître, Patrice Emery Lumumba, qui a donné sa vie pour la République démocratique du Congo, en choisissant Juliana, sa fille, pas uniquement parce qu'elle est la fille de Patrice Lumumba, mais en raison des qualités intrinsèques qu'elle a, de l'expérience qu'elle a, ancienne ministre, ancienne secrétaire générale des chambres de commerce africaines au Caire, du fait qu'elle soit polyglotte, qu'elle parle bien l'anglais, le français, l'arabe, le swahili et d'autres langues. Et donc ça, c'est quelque chose qui mérite que tous les Congolais à l'unisson, nous puissions soutenir cette initiative du président Félix Tshisekedi. Mais comment gagner? Mushikiwabo a quand même passé plusieurs années. Elle a certainement l'ancrage un peu partout dans des pays francophones. Mais il n'y a pas que ça. Si elle-même ne réussit peut-être pas directement, elle peut influencer une autre candidature au détriment de la RDC. La plus grande influence que la RDC doit faire valoir, c'est sa position de premier pays francophone. Si la RDC n'est plus dans la francophonie, que vaudra la francophonie? La population de la RDC elle-même, 120 à 140 millions d'habitants. Si cet argument est relativement, pourquoi la France n'a jamais alors soutenu la candidature de la RDC? Parce que la RDC n'a jamais présenté de candidature. Et pourquoi vous n'avez pas fait pendant 18 ans? Moi, je n'étais pas président de la RDC, je ne l'ai jamais été. Vous n'avez pas pensé à cela, que c'était important? Même maintenant, quand le président Tshisekedi présente Juliana, vous croyez que c'est un ministre qui lui a dit de le faire? C'est lui qui a décidé. C'est le président qui a la haute main sur la diplomatie. Donc, quand le président Kabila ne décidait pas, ça ne vous dérangeait pas. Quand vous rencontrez le président Kabila, posez-lui la question. Il vous dira pourquoi il n'a pas pensé que nous pouvions aussi présenter quelqu'un. Aujourd'hui, nous félicitons le président Félix Tshisekedi, mais il est le seul à avoir pris la décision. Ce n'est pas nous qui avons pris la décision. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un jour demandé au président Joseph Kabila, un jour quand vous le voyez, rappelez-lui cela, comme ministre de la communication, ce n'était pas mon domaine. Je lui ai dit pourquoi nous n'honorons pas la famille de Patrice Lumumba. Et il m'a dit qu'est-ce qu'on doit faire. Je lui ai dit l'ambassade du Congo à Addis Abeba auprès de l'Éthiopie et de l'Union africaine est libre. Pourquoi vous ne nommeriez pas Roland, pourquoi vous ne nommeriez pas Roland, qui est juriste, architecte, c'est quelqu'un qui a de la prestance, pourquoi vous ne le nommeriez pas ambassadeur? Et il m'a dit, chiche, ça c'est une très bonne idée.
dites-lui de présenter son dossier. Il a présenté son dossier, le président ne l'a pas retenu, il a nommé quelqu'un d'autre. Que voulez-vous que je fasse? Que j'entre en rébellion? Moi, j'ai fait mon travail, j'ai attiré son attention sur quelque chose. Je me rends compte maintenant que le président Tshisekedi a eu l'idée que moi j'avais eue en proposant au président Kabila d'honorer spécialement la famille musulmane. Et vraiment, je le remercie pour ça. Revenons maintenant sur le territoire national avec cette question qui refait surface, la question du changement ou de la révision de la Constitution. Déjà, selon Vital Kamerhe, quand il était encore avec vous à la tête de l'Assemblée nationale, il n'y a que la révision qui est prévue dans la Constitution actuelle. Nulle part, on parlait du changement ou de la réécriture ou de l'écriture tout simplement d'une nouvelle version de la Constitution. Alors, on a suivi le professeur André Mbata qui dit que ça va se faire. Et on a suivi aussi votre collègue vice-président au Sénat là-bas, Bachi Mukwebo, qui dit que c'est de la flatterie. Si on aime son chef, on ne peut pas être hypocrite, on doit dire les vérités telles qu'elles sont et qu'il ne faut pas aller sur ces terrains glissants, changement ou révision de la Constitution, ce n'est pas le plus important. Et voilà, si des gens cherchent des postes, qu'ils les cherchent autrement. Déjà, vous, en tant que haut cadre au sein de l'Union sacrée, mais aussi député national, êtes-vous pour des propos tenus par votre collègue Bachi Mukwebo? Ça signifie que vous êtes contre les changements ou la révision de la Constitution? D'abord, je ne vois pas en quoi le fait de changer de Constitution ou de réviser une Constitution entraînerait le Congo sur un terrain glissant, comme on dit. On aime trop les mots qui font peur. Peut-être ça signifie un troisième mandat possible. La terminologie politique congolaise, la rhétorique des politiciens, glissant. On glisserait vers quoi? Je ne sais pas. Un peuple se donne une structure, une architecture légale, constitutionnelle, pour présider au fonctionnement de ces institutions. Nous l'avons fait à plusieurs reprises depuis l'indépendance. 63, le président, le défunt professeur Liao, a présidé la grande commission constitutionnelle de Louabourg, qui a donné naissance à la première constitution de la RDC en 1964. Il y a eu un référendum. Nos parents ont fait un référendum. Puis, le président Mobutu est arrivé un an plus tard. Il a balayé cette constitution. Il en a écrit une autre en 69. Puis, il a balayé avec des révisions. Il a étatisé ou institutionnalisé son parti, le MPR. Et pendant 32 ans, nous avons vécu sous cette dispensation. Après, l'Abdel est venu avec la constitution la plus courte de la République, 3 articles. Le président Laurent Désiré Kabila. Puis, il y a eu l'Assemblée constituante et législative de Lubumbashi, qui a essayé de mettre en place quelque chose. Entre tout cela, il y a eu la conférence nationale souveraine. Il y avait une commission constitutionnelle. Donc, ce n'est pas la première fois que les Congolais pensent à se doter ou à améliorer l'architecture institutionnelle qui les régit. Alors, en quoi est-ce que soudainement, en 2026, ça devient glissant de pouvoir envisager parce que une révision? C'est juste pour un élément que je n'ai pas mentionné. Le professeur André Mbata a dit que le président de la République n'a pas des mandats, il a une mission. Ça signifie que du point de vue des années, on ne peut pas compter il a passé combien de temps. Alors peut-être c'est cette crainte-là qui anime votre homologue Bat, pour dire que si on touche à la Constitution, probablement c'est pour accorder une mission au chef de l'État et non des mandats. Mais si telle est la volonté de la majorité du peuple congolais, qui est-ce qui a le droit d'empêcher les Congolais de réfléchir? Qui? Dites-moi. Même le président Tshisekedi. Ça fait beaucoup d'égards vers lui. C'est l'autorité de référence de notre famille politique. Mais même le président n'a pas le pouvoir d'empêcher le peuple congolais de réfléchir à son devenir et à son avenir. Je n'ai jamais entendu des choses comme ça. On empêcherait le peuple congolais d'envisager son propre devenir parce que quoi? Ça menace qui? Comment vous quantifiez cette opinion du peuple congolais qui vous a dit que le peuple congolais serait d'accord avec le fait de dire que le président a une mission et non un mandat?
Mais je ne sais pas si on a posé la question au peuple pour savoir si le peuple congolais a une mission ou un mandat. C'est le point de vue d'un universitaire, le professeur Bata. C'est son point de vue, il a le droit de l'exprimer. Bahati, c'est son point de vue de dire qu'il n'est pas d'accord avec la Constitution, il a le droit de l'exprimer. Mais qui tranche? C'est là le problème. Qui tranche entre ces deux points de vue? Si ce n'est le peuple, à travers qui? À travers quoi? Les institutions. Qui a la légitimité de s'exprimer au nom du peuple? C'est ni Mbata ni Bahati. Donc, pour vous, ce sont les institutions. Si aujourd'hui les élections ne se tenaient pas en 2028, pour vous, c'est normal? Mais ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que c'est prévu? La seule question que je me pose, moi, comme juriste, c'est est-ce que c'est prévu dans la Constitution? J'ouvre ma Constitution et je dis oui. Il est prévu qu'en cas de force majeure, s'il n'y a pas d'élection, le Conseil, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, va au-devant de la Cour constitutionnelle pour faire des propositions concrètes. Faut-il un report? Il est de combien? Et la Cour délibère et lui donne le quitus ou ne lui donne pas. Et l'oblige à organiser dans les délais prévus. Mais tout cela est déjà écrit. Pourquoi est-ce qu'on doit en discuter encore? On peut arriver à 2028, on tombe sur Kinshasa. Nous ne sommes pas capables d'organiser les élections. Et alors, on fait quoi? On disparaît comme pays? Et donc, on applique la Constitution, c'est tout. C'est tout ce qu'on doit faire. Si on arrivait là, révision au changement de la Constitution, et que le président Tshisekedi s'est présenté à nouveau, vous serez encore d'accord? Mais si c'est prévu dans la Constitution... Non, j'ai dit si l'actuelle Constitution est retouchée ou changée, et que dans la nouvelle version, on dit que le président peut passer de tout ce qu'il a fait pour un nouveau mandat, ou 7 ans ou 10 ans, vous Lambert Mende, vous serez d'accord? Vous me demandez un exercice de divination que je ne fais pas toujours. Moi, je suis un élu, je suis député national, législateur. C'est à nous qu'on viendra poser la question. Et là où nous répondons à cette question, c'est dans l'hémicycle. Vous verrez mon opinion. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis très vocal. J'aime bien parler. Je me lèverai et je dirai ce que j'ai à dire. Mais à ce moment-là, la question ne se pose pas encore. Nous voudrions que ce débat ait lieu. Et nous ne voulons pas qu'on puisse nous museler, nous empêcher de réfléchir, de penser. Ça, nous n'acceptons pas. Mais vous également, dans votre union sacra, vous nous reprochez, c'est là, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Non, c'est parce qu'il donne l'impression que nous n'avons même pas le droit de réfléchir à cette question-là. Il tranche d'emblée en critiquant ses collègues qui ont un point de vue différent de son point de vue. Mais qui lui donne, attendez, qui lui donne cette légitimité-là? Qui lui donne cette légitimité? Ni moi qui suis un élu comme lui, ni lui, nous n'avons pas individuellement la légitimité de nous exprimer comme si nous étions des institutions. La seule personne qui se confond avec une institution au Congo, c'est le président de la République. C'est Félix Tshisekedi, jusqu'à la fin de 2028. Il n'y a que lui qui est une institution. Tout le reste, nous appartenons à des institutions composites. Où il y a ceux qui nous suivent se disent certainement, Chancellor Lambert Mende est un habitué de ces genres de rouages, il s'attend certainement à basculer si le président reste et il sait qu'il va gagner. C'est ce que la plupart des gens observateurs pensent, que vous qui défendez le changement ou la révision de la Constitution, vous le faites pas parce qu'il y a des failles dans l'actuel, mais parce que vous voulez préserver vos actuels positionnements. C'est un procès d'intention qui ne tient pas compte de ce que nous sommes. Je vous ai rappelé ici à l'entame de notre émission ce que moi je suis. Si je suis venu ici en Belgique, ce n'est pas de mon propre gré, comme exilé politique. C'est à l'époque où il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus puissant que tous les présidents que nous avons eus après. Que ce soit Laurent Désiré, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit Félix Tshisekedi, personne n'avait cette capacité à faire du mal à ses adversaires que le président Mobutu Sese Seko. Et moi, je suis parti du Zaïre à l'époque. Après 49 jours de prison, je suis venu en Europe pour être un opposant très visible de Mobutu Sese Seko pendant 10 ans, jusqu'à la conférence nationale souveraine. Mon intérêt aurait été d'offrir mes services à Mobutu. J'avais déjà un diplôme, je pouvais travailler, etc. Au contraire, j'ai nui aux intérêts de ma famille. Mes frères en prison, notre maison complètement détruite à Kinshasa et tout ça. Donc ce n'est pas
ça l'attitude de quelqu'un qui cherche à se positionner avec le plus fort. Le plus fort, c'était Mobutu à l'époque. Et j'avais l'âge de pouvoir revendiquer tout ce que je pouvais revendiquer. Donc, il faut éviter de faire des procès d'intention. Donc, vous êtes d'accord parce qu'il y a des failles dans l'actuelle Constitution, comme par exemple? Je suis d'accord parce que la Constitution est arrivée à un âge de maturité qui nécessite... Bah, tu ne veux pas entendre parler de ça. Il a dit que si des gens qui ont 60 ans ne sont pas matures dans leur façon de réfléchir sur cette question, pourquoi estimeriez-vous que la Constitution qui a 18 ans puisse avoir autant de maturité? Mais d'où tire-t-il la conviction que des gens qui ont 60 ans n'ont pas de maturité? Il a fait quelle recherche pour arriver à cette conclusion injurieuse pour les Congolais? Que des gens qui ont 60 ans, 50 ans n'ont pas de maturité. Il est allé chercher ça où? Ça, c'est insulter les Congolais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peut-être parce que votre ancien chef avait dit à la fin de son mandat qu'il lui avait manqué 15 bons collaborateurs alors que vous étiez parmi l'équipe la plus proche. Hein. Bah, s'il lui manquait 15, peut-être que j'étais parmi les 14. Qui sait? On aurait de l'envie, nous allons rapidement. Mais voilà, vous pouvez présenter des excuses aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que haut cadre de l'Union sacrée, vous acceptez quand même les excuses? Ce n'est pas à nous qui doit présenter des excuses. Au chef de l'État. Nous n'avons jamais pris de sanctions contre M. Bahati Moukwebo. Nous, comme l'Union sacrée, à ma connaissance, nous ne sommes pas encore réunis au sein du bureau de ce que nous appelons le présidium de l'Union sacrée. C'est le Sénat, je pense, qui a envisagé, je pense, il y a une pétition. Une pétition pour lui retirer la confiance. C'est à ses collègues sénateurs qu'il revient de répondre à cette question s'il pardonne son écart de langage. Vous comprenez que s'il présente ses excuses, c'est qu'il se rend compte qu'il est allé trop loin en besogne, en qualifiant les Congolais d'être immatures à 60, 50 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort du café, à mon avis. Comment peut-il dire des choses comme ça? Que ce pays manque de gens qui ont la maturité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tous ces Congolais aujourd'hui qui sont en train de résister, de récupérer des villages au sud Kivu, au nord Kivu, dans l'Ituri, tous ces gens-là manquent de maturité. Il n'y a que M. Bahati qui a la maturité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand un Congolais est prêt à donner sa vie pour récupérer un village pour son pays, et que vous dites qu'il n'a pas de maturité, ça veut dire quoi, ça? D'où vient une telle appréciation? Dernière petite question avant de vous donner la parole pour achever cette émission, c'est que vous avez commencé cette situation, on va dire une situation pareille avec Vital Kamerhe il y a quelques mois en arrière. Vital Kamerhe s'est opposé par exemple à la signature de l'accord à Washington avant que l'accord ne soit d'abord au préalable discuté à l'Assemblée nationale. Il a tenu certains propos qui ont laissé des incompréhensions au sein même de l'Union sacrée. Et après cela, il y a eu la pétition, on l'a accusé de beaucoup de choses, mauvaise gestion à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe est écarté. Je rappelle que, comme ça s'est dit, il est notable du Kivu qui pose problème. Aujourd'hui, c'est Bahati Moukwebo qui est dans les viseurs à travers cette pétition déjà autour du Sénat. Vous ne craignez pas qu'un départ des Bahati, par exemple, au niveau du Sénat, puisse être justifié ou expliqué auprès de l'opinion publique comme la mise en écart de notables du Kivu? D'abord, je voudrais vous dire que le président honoraire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas été éjecté par l'Assemblée nationale. J'ai participé à toutes ces séances du Parlement. Il y a eu effectivement une pétition signée par des collègues. Il y a eu une commission qui a été chargée d'examiner ces pétitions. Et il a décidé de partir. Mais avant que nous puissions recevoir le rapport de la commission et nous prononcer là-dessus, Vital Kamerhe lui-même a décidé de jeter l'éponge. Donc, on ne peut pas dire qu'on l'a éjecté. Non, mais c'est la pétition. S'il n'y avait pas la pétition, il n'aurait pas... On ne sait pas quel aurait été le vote. Hein. Vous savez, tout est possible. On découvre toujours à la fin. Donc, Vital est parti de lui-même. Deuxièmement, le cas de Monsieur Bahati Moukwebo. Bon, ici, les sénateurs se sont sentis vexés par l'attitude qu'ils trouvent insultante du vice-président du Sénat, Kamerhe, à l'endroit du chef de sa famille politique, le président Tshisekedi.
et à l'endroit de la classe politique, c'est-à-dire y compris les sénateurs, qui ne sont pas nus à 50, 60 ans. Donc ils se sentaient insultés, ils ont dit quelqu'un qui nous insulte ne peut pas nous diriger, être notre deuxième vice-président. Alors ils ont pris cette initiative. Bon, maintenant, il a présenté ses excuses, sans doute qu'il se rend compte qu'il est allé un peu trop loin. Il appartient aux sénateurs de répondre à cela. Maintenant, je voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent à arrêter de tout ramener à la dimension régionale, provinciale, communautaire, planique, tribale, etc. Non. Les individus posent des actes comme des adultes, doués de raison. Lorsque M. Bahati s'exprime, il n'a pas dit qu'il s'exprimait au nom des populations du Sud-Kivu. Il n'a pas dit qu'il a engagé toutes les populations de la communauté Chi à laquelle il appartient. Il a parlé comme un acteur politique doué de raison. Il a fait ses analyses et il a donné son point de vue. Il en est responsable et seul responsable. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que toute la communauté à laquelle il appartient serait concernée, sauf si, dans le concept congolais, la responsabilité était collective et non individuelle. Hein, si tu as posé un acte, ce sont tes parents qui sont responsables. Ça, c'est le propre des dictatures. Tu poses un acte, donc c'est les gens de ta communauté qui sont responsables. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même quand Kamel est parti, si toute la communauté Chi était responsable, pourquoi est-ce que nous avons Boji, qui est un Chi, aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale? On va dire qu'on a fait la chasse aux Chi, au Bachi. Peut-être vous cherchez des gens que vous pouvez facilement contrôler, peut-être. Qui cherche des gens qui le compliquent. Vous connaissez-vous un politicien qui va chercher des partenaires ou des collaborateurs pour lui compliquer la vie? On cherche toujours des gens qui peuvent participer à la promotion de la vision qui est la vôtre. Vous n'allez pas reprocher à l'Union sacrée de chercher à placer à sa tête des gens qui peuvent soutenir la vision qui a donné naissance à l'Union sacrée. On ne va pas prendre quelqu'un qui est là pour marcher sur cette vision, pour la saboter, pour la discréditer. Ce serait du suicide. C'est tout à fait normal. Dernière parole, honorable. Y a-t-il une question que vous aurez voulu que je vous la pose et je ne l'ai pas fait? Alors répondez directement en vous adressant également. Vous parlez Swahili? Non. Ok, bon, adressez-vous également. Swahili, mais je ne parle pas. Ok, vous pouvez adresser également à la fin un petit message de réconfort aux compatriotes du Kivu qui attendent, je ne dirais pas désespérément, mais pendant encore longtemps. Les accords sont signés, la situation ne change pas vraiment sur le terrain de manière concrète. Quel message vous avez à leur adresser? Eh bien, d'abord, la question sur laquelle j'aurais aimé que nous puissions épiloguer un peu plus longtemps, c'est celle relative à l'inscription au calendrier parlementaire de l'autorisation de valider cet accord de Washington. Nous allons discuter de cela. Le président Boji nous a déjà communiqué. La première ministre a été là. Oui, nous a déjà communiqué qu'il a reçu les instruments et que nous allons devoir nous prononcer là-dessus si l'Assemblée nationale autorise le président de la République à pouvoir signer les actes de validation de ces... Le président n'avait pas encore signé? Qu'est-ce que ça peut changer? C'est une étape législative. Quand le président signe le gouvernement, on amène ça au Parlement. Et si le Parlement refuse, qu'est-ce qui se passe? L'accord n'entre pas en exécution. L'accord n'entre pas en exécution, c'est ça la loi. C'est ça la Constitution, même dans la plupart des constitutions du monde, c'est comme ça. Donc on va s'attendre à l'opinion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et du Sénat. Deux chambres. Oui, le Parlement dans les jours à venir. Donc là, nous avons déjà enregistré pas mal de réactions. J'ai suivi ce matin un site du Sud Kivu où un compatriote nous mettait en garde, nous les élus, contre le fait que ces accords faisaient la part trop belle au Rwanda, que le Congo ne gagne que 3%. Surtout l'intégration économique régionale. Que le Congo ne gagne que 3%, le Rwanda 10%, les Américains 55%, les Japonais.
Je ne sais pas où il est allé prendre ça, mais moi je dis que si un document pareil nous parvenait, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des étincelles au Parlement. Je doute fort, parce que lui-même disait que selon les informations en ma possession, il n'a pas produit le document. Donc je pense qu'il faut éviter de se prononcer sur base des rumeurs. Nous, au Parlement, nous avons reçu les documents. La première ministre les a amenés et les a déposés entre les mains du président de l'Assemblée. Maintenant, le président va les mettre à notre disposition. Donc, nous verrons les vrais chiffres. Mais je voudrais assurer tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient au Kivu ou dans les autres provinces congolaises, qu'en aucun cas, cette représentation nationale telle que je la connais n'avalisera une formule où le Rwanda, d'ailleurs, je dis fort que le président Félix, tel que nous le connaissons depuis quelques temps qu'il est à la tête de l'État, ait pu accepter de signer une formule dans laquelle le Rwanda aurait plus de droits que le Congo sur les minéraux congolais. Quoi qu'il a des problèmes aujourd'hui, Félix, parce qu'il a refusé cela. Donc, je doute fort de cela. Il faut avoir l'élégance de lire un document avant de le critiquer et pas d'entendre seulement ce que plusieurs sources en disent. Même l'armée numérique de Kigali peut répandre de faux bruits sur cet accord de Washington pour opposer les Congolais à leur président. Parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi est dans le collimateur de cette armée numérique de Kagame. Parce que jamais un président n'est allé aussi loin. Ni Laurent Désiré Kabila, ni Joseph Kabila, aucun des présidents qui ont précédé Félix Tshisekedi n'est allé aussi loin dans la dénonciation des forfaitures du président Kagame et de sa clique au Congo que le président Félix Tshisekedi. Donc il est vraiment dans le viseur de ces gens-là et je ne serais pas étonné que ces gens-là soient à la base de manipulation de textes. Donc attendons que le texte arrive à la connaissance des députés. Nous avons un débat public qui sera radiodiffusé, télévisé, et les gens sauront à quoi s'en tenir. Du côté de la partie rwandaise, c'est dans l'espace qui sépare la signature au mois de juin à l'entérinement que le Parlement s'est exprimé, parce que ça a permis justement à Kagame d'élever une option s'il faut entériner ou pas. Mais vous faites tout ça après. Mais c'est naturellement inévitable de tenir compte du calendrier de notre institution. Nous sommes en vacances tous les 3 mois. Nous avons été en vacances depuis le 15 c'est quelle date encore Septembre. Le 15 septembre, et nous reprenons lundi prochain. Donc forcément, la signature est intervenue au moment où nous allions en vacances. Il était difficile que nous puissions nous réunir étant en vacances. Donc maintenant, nous allons, et on nous amène ça, on n'a pas dit qu'on va nous amener. Nous devons absolument participer à cet exercice qui est tout à fait constitutionnel. Dernier message. Donc pour les populations du Sud Kivu et du Nord Kivu, nous sommes avec vous, que ce soit à partir de Kinshasa, d'autres provinces congolaises, de toutes nos diasporas qui sont à l'étranger. Nous sommes occupés à voir ce qu'il y a lieu de faire pour atténuer les souffrances indicibles que nous inflige l'agresseur rwandais et ses supplétifs congolais de l'AFC M23. Des actions timides ont commencé à partir de la Belgique notamment, avec des groupes comme DAC qui travaillent avec des réfugiés qui se sont retrouvés malgré eux au Burundi. Nous allons étendre ces activités, nous allons les encourager à étendre ces activités un peu partout pour que partout où un Congolais se trouve en situation de désespoir, qu'il sache que ses compatriotes congolais pensent à lui avec le peu qu'il a et qu'il n'y a pas de solidarité seulement que de la communauté internationale. Même vos compatriotes pensent à vous jour et nuit. Donc, DAC, c'est une structure congolaise. C'est une structure congolaise qui fonctionne en Belgique. Okay. Mais qui soutient des actions de soutien à nos frères qui sont réfugiés au Burundi, particulièrement autour de Bujumbura.
Ok, nous demanderons bien sûr à cette structure de nous communiquer des contacts. On pourrait vous les transmettre, vous qui nous suivez. Question de voir dans quelle mesure pouvez-vous aussi apporter votre pierre à l'édifice. Question que cette aide parvienne aux compatriotes qui sont sans abri, sans rien à mettre sous la dent au niveau du Burundi, tout comme dans d'autres points où ils sont peut-être déplacés en interne. Allez, merci beaucoup. Merci, honorable Lambert Mélier. C'est moi. D'avoir accepté de nous recevoir et nous également, nous sommes honorés de vous avoir. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non, j'espère qu'on aura l'occasion souvent de parler. Merci beaucoup. Merci. Il y a eu des gens qui ont été avec nous. Madame, comment vous vous appelez? Wani. Madame Wani. Madame Weni, monsieur? Okitakila Yannick. Monsieur Yannick Okitakila, monsieur? Titi? Didier Vaudou. Monsieur Didier Vaudou. Voilà, ce sont des collaborateurs à l'honorable Lambert Médé qui nous ont tenu également en campagne au cours de cette édition des missions. Je vous remercie d'avoir été très nombreux à nous suivre et merci également de laisser vos avis en commentaire. Je vais les lire et voir peut-être des questions aussi pertinentes à poser au cours de la prochaine édition à monsieur Lambert Médé au Malanga, député national. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine édition. Merci.